Il m'a giflé pendant notre lune de miel et a souri comme s'il l'avait déjà fait. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux juste vous remercier d'être là. Si mon histoire vous touche ou vous ouvre les yeux, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être que ça les aidera comme j'aurais aimé que quelqu'un m'aide. Je m'appelle Maggie. J'ai 28 ans et je vis dans l'Oregon. Je travaille comme conseillère d'orientation scolaire, et j'ai toujours pensé que j'étais douée pour cerner les gens, mais j'ai raté tous les signes avec Ryan. Il était charmant, drôle, et savait toujours quoi dire. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'un gala de charité. Il portait un costume sur mesure et avait ce sourire plein d'assurance. Tout le monde l'a tout de suite apprécié. Ma mère l'adorait. Ma meilleure amie, Léa, disait qu'il était parfait, et même mon père, d'habitude si froid, a dit « c'est un homme bien ». Quand il m'a demandé en mariage, c'était comme un rêve. Il l'a fait lors d'un voyage sur la côte, sur une falaise avec l'océan qui se brisait derrière nous. J'ai pleuré. Il a pleuré. Je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Notre mariage était intime et magnifique. Nous sommes partis pour notre lune de miel à Maui le lendemain, remplis d'enthousiasme. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Des promenades sur la plage, du plaisir et du soleil. Je me souviens avoir pensé, je suis la femme la plus chanceuse du monde. Mais la 3e nuit, tout a changé. Nous étions de retour dans notre chambre d'hôtel. J'avais fait une petite blague sur le temps qu'il mettait à se coiffer avant le dîner. C'était stupide, anodin, mais quelque chose a changé dans son regard. Il s'est approché de moi lentement et m'a giflé, fort. Je n'ai même pas réagi tout de suite. Ma joue me brûlait, et je l'ai juste regardé, sous le choc. Et puis il a souri. Pas un sourire nerveux. Pas un sourire de regret. Non, c'était un sourire calme. Apaisé. Comme s'il l'avait déjà fait. Comme si c'était normal. Je suis resté là, figé. Mon cœur battait à tout rompre et mon esprit s'emballait, mais je ne pouvais pas bouger. Il s'est simplement détourné, a pris son téléphone et a commencé à scroller comme si de rien n'était. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste allé dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le rebord de la baignoire pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je n'arrêtais pas de me demander, qu'est-ce qui vient de se passer, et pire encore, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me suis dit que c'était peut-être le stress. Peut-être juste une terrible erreur. Je voulais tellement y croire, car si ce n'était pas une erreur, alors qui avais-je épousé? Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé cette nuit-là. Et je savais que ce ne serait pas la dernière fois. Les signes avant-coureurs. En y repensant, je revois encore la première fois que j'ai vu Ryan. C'était à ce gala de charité pour les enfants défavorisés. J'aidais à l'organisation et il était l'un des donateurs. Il est entré, vêtu d'un costume bleu marine, avec cette confiance tranquille qui faisait tourner les têtes. Quand il s'est approché de la table où je travaillais pour complimenter l'organisation, je me souviens avoir rougi comme une adolescente. Il a souri, m'a posé des questions sur mon travail. À la fin de la soirée, nous rions en mangeant des cupcakes comme si nous nous connaissions depuis des années. Ryan était conseiller financier. Poli, drôle, attentionné. Il écoutait comme si ce que je disais comptait vraiment. Pour notre premier rendez-vous, il m'a apporté des tournesols parce que j'avais mentionné en passant que les roses n'étaient pas mon truc. Ce genre de petites attentions n'arrêtait pas. Il se souvenait des détails, m'ouvrait les portes, et me faisait toujours sentir comme la personne la plus importante de la pièce. Ma mère l'adorait. Ma meilleure amie, Léa, disait, si tu ne l'épouses pas, je le ferai. Même mon père, qui montrait rarement ses émotions, m'a dit, c'est un homme solide. Nous sommes sortis ensemble un peu plus d'1 an avant qu'il ne me demande en mariage. C'était parfait. J'ai pleuré, il a pleuré, j'ai dit oui sans une seconde d'hésitation. Mais maintenant, quand j'y repense, je réalise qu'il y avait des petites choses, des signes discrets que quelque chose n'allait pas. Comme la fois où il s'en est pris violemment à un serveur pour s'être trompé de boisson, avant d'en rire comme si de rien n'était. Ou quand il a fait une remarque sur le fait qu'une de mes amies parlait trop, et que je devrais peut-être garder mes distances. Parfois, il disparaissait pendant des heures, prétextant que son téléphone n'avait plus de batterie, mais toujours avec les mots justes pour que je me sente stupide de m'être inquiété. Il avait des moments où sa mâchoire se serrait, son regard devenait glacial, puis il clignait des yeux, souriait,
et je me persuadais que j'avais tout imaginé. Et parfois, il disait des choses qui blessaient. Comme, tu es plus belle quand tu fais des efforts, ou, peut-être que tu ne devrais pas tant parler en réunion, les gens le remarquent. Je sentais une pointe dans ma poitrine, mais ensuite il me tenait la main, me disait que j'étais belle, et je laissais passer. Je voulais croire qu'il m'aimait. Je voulais croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, alors j'ai ignoré les signes. Je me disais que l'amour n'était pas parfait, et j'ai continué à avancer, droit vers quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. L'escalade. Quand nous sommes revenus de la lune de miel, je me suis convaincu que ce qui s'était passé à Maui était un incident isolé, une erreur. Pendant 2 semaines, tout allait bien. Il me préparait le petit déjeuner, m'envoyait des textos adorables. Je me suis persuadé que les choses étaient revenues à la normale. Puis c'est arrivé de nouveau. Nous étions dans la cuisine. J'avais fait des pâtes, son plat préféré, mais j'avais ajouté des champignons, sans savoir qu'il n'aimait pas ça. Il a fixé son assiette, silencieux d'abord, puis a dit « Est-ce que tu écoutes un jour ce que je te dis ?» J'ai ri pour détendre l'atmosphère, mais il ne souriait pas. L'instant d'après, son poing a heurté mon épaule si fort que j'ai lâché l'assiette que je tenais. J'ai reculé, abasourdi. Ça faisait mal. Ce n'était pas une gifle. C'était un coup de poing, sec, intentionnel. Le lendemain matin, il s'est excusé en pleurant, a dit qu'il était stressé, qu'il se sentait dépassé au travail. Il a apporté des fleurs, a tenu mon visage entre ses mains. Moi, je ne pleurais pas. Je suis resté là, vide. J'ai commencé à tenir un journal secret, caché au fond de mon tiroir à chaussettes. Une partie de moi croyait encore que je n'en aurais pas besoin. Léa a remarqué quelque chose quelques jours plus tard. Nous déjeunions, et j'ai grimacé en attrapant mon verre. Elle m'a regardé et a demandé « Ça va ?» J'ai souri trop vite. J'ai juste mal dormi, ai-je menti. Elle a penché la tête. Maggie, tout va bien avec Ryan ? Je lui ai assuré que oui. Mais la vérité, c'est que j'avais commencé à chercher sur Google des choses comme « Que faire quand votre mari vous frappe ?» ou « Signe précoce de violence conjugale ». Je lisais histoire après histoire, et elles me semblaient toutes trop familières. Pourtant, je ne pouvais pas encore appeler ça de la violence. Pas encore. Je n'arrivais pas à m'imaginer être une de ces femmes. Le genre de femmes dont on chuchote dans leur dos. Le genre de femmes qui ne partent pas. Le contrôle. Après ce deuxième coup, les choses ne sont plus jamais vraiment redevenues normales. Ryan n'avait plus besoin de lever la main souvent. Ses mots faisaient assez de dégâts. Il a commencé par de petites choses. Il me demandait où j'allais, puis vérifiait ma localisation sur mon téléphone, juste pour être sûr. Au début, ça ressemblait à de l'inquiétude. Puis c'est devenu une routine. Il n'aimait pas certaines de mes tenues, disant que j'avais l'air trop aguicheuse. Si je mettais du rouge à lèvres, il me demandait qui j'essayais d'impressionner. J'ai arrêté de me maquiller. J'ai arrêté de sortir avec mes amis parce qu'ils boudaient ou m'accusaient de flirter. Il ne me l'interdisait pas directement. Il rendait simplement la chose si épuisante que rester à la maison semblait plus simple. Il m'a même convaincu de changer de travail. Il disait que mon poste de conseillère ne payait pas assez, et m'a suggéré d'essayer quelque chose de moins émotionnel. J'ai fini par céder et j'ai pris un poste de bureau qu'il m'avait aidé à trouver. Il disait que c'était mieux pour nous. Mais au fond, je savais que c'était mieux pour lui. Plus facile à contrôler. La violence physique venait par vagues. Parfois, des semaines passaient sans incident. Puis, sans crier gare, une porte claquée, une bousculade, un bleu. Pour notre premier anniversaire de mariage, il a réservé un week-end dans un hôtel chic. Mais ce soir-là, au dîner, j'ai ri à une blague stupide du serveur. Le sourire de Ryan a disparu. Sa prise sur ma main s'est resserrée, et il a murmuré entre ses dents serrées, « Es-tu obligé de te jeter sur tous les hommes que tu croises ?» De retour dans la chambre, à peine la porte fermée, il m'a poussé contre la salle de bain. Ma tête a heurté le carrelage. Je suis restée silencieuse, figée. Il est sorti de la pièce en claquant la porte. Assise par terre, j'ai remarqué quelque chose, une faible lumière rouge à l'extérieur, une caméra de surveillance dans le couloir. Elle avait probablement enregistré le bruit de la porte, peut-être même ses cris. Peut-être que ça pourrait être une preuve. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi.
Je ne savais ni comment ni quand, mais une chose était sûre, un jour, il le regretterait. Le plan. Tout a basculé pour un chargeur de téléphone. J'avais oublié de le remettre exactement à sa place. Quand il est rentré et ne l'a pas trouvé, son humeur a changé en un éclair. Il s'est mis à hurler, m'accusant d'être négligente. Sa main a frappé mon visage si fort que je suis tombé sur la table basse. Puis les coups de pied ont suivi, dans les côtes, sur la cuisse. Je me suis recroquevillé, les bras sur la tête, en attendant que ça s'arrête. Quand ce fut fini, je me suis traîné jusqu'à la chambre et j'ai verrouillé la porte. Mes mains tremblaient. Mon corps entier me faisait mal. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé Léa. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su. Je n'ai même pas eu besoin de prononcer les mots. J'ai juste sangloté. Je lui ai tout raconté. La gifle à Moï, le coup de poing, le contrôle, les mensonges. Tout. Maggie, a-t-elle murmuré. Tu dois le quitter. S'il te plaît. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je n'avais même pas de plan. J'avais de l'argent, mais il contrôlait les comptes principaux. Et surtout, j'avais peur. Cette nuit-là, après que Ryan se soit endormi comme si de rien n'était, je suis allé dans la salle de bain et j'ai pris des photos de mes bleus. Je me les suis envoyées par email depuis une nouvelle adresse que j'avais créée. J'ai commencé un dossier sur une clé USB cachée, notant les dates, les lieux, les détails. Je n'étais plus seulement en mode survie. Je rassemblais des preuves. Une semaine plus tard, j'ai trouvé en ligne le nom d'une avocate spécialisée dans les violences domestiques, Janet Keller. Je l'ai rencontrée pendant ma pause déjeuner. Elle a écouté calmement pendant que je lui montrais tout. Si vous pouvez le coincer sur un mensonge, avec des preuves, le tribunal sera à vous, a-t-elle dit. Ces mots sont restés gravés en moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié, le pouvoir. Il était petit, silencieux, mais il était à moi. La fuite. Il a fallu des semaines à faire semblant. J'ai dû faire croire à Ryan que tout allait bien. Puis, un soir, au dîner, j'ai lancé « Tu te souviens de cet hôtel pour notre anniversaire ? C'était sympa. On pourrait peut-être y retourner. » Il a semblé surpris, mais content. Le lendemain, il a réservé la chambre. J'ai bien sûr suggéré le même étage, la même chambre, le même couloir avec la caméra. En faisant les valises, j'ai délibérément laissé derrière moi son kit de rasage. Je savais que ça suffirait. La deuxième nuit, alors que je faisais semblant de déballer mes affaires, j'ai dit nonchalamment, « Je crois que j'ai oublié de prendre tes affaires de rasage. » Il s'est tourné brusquement. Quoi ? Son visage s'est transformé. Cet orage familier dans ses yeux. Tu gâches toujours tout, a-t-il marmonné, la voix montant. Il a explosé, hurlant assez fort pour réveiller tout l'étage, claquant la porte si violemment que les murs ont tremblé. Je savais que la caméra à l'extérieur enregistrerait tout. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il dormait, je me suis habillé en silence et j'ai quitté la chambre. Je suis descendu à la réception et j'ai demandé à parler au responsable de nuit. Je lui ai dit que j'étais préoccupé par un incident et que j'avais le droit de demander les images du couloir, en utilisant juste assez de jargon juridique pour paraître crédible. Il a hésité, mais a finalement accepté. 2 jours plus tard, ils m'ont envoyé la vidéo par email. Je l'ai regardée sur mon téléphone, enfermé dans la salle de bain. C'était là. La preuve. Avec la vidéo sauvegardée à 3 endroits différents, je savais ce que je devais faire. J'ai ouvert un compte bancaire secret. J'ai préparé un sac d'urgence avec l'essentiel. J'ai contacté une association locale d'aide aux femmes. Une conseillère m'a aidé à tout planifier, y compris une place dans un foyer d'accueil. Finalement, j'ai dit à Janet, mon avocate, que j'étais prête. Nous avons choisi une date. C'était un mardi matin. Ryan était parti à la salle de sport. J'ai attendu que la porte du garage se ferme. Puis j'ai agi. J'ai pris mon sac, mon téléphone, et je suis parti. Sans regarder en arrière. Un bénévole de l'association m'attendait à 2 rues de là. Quand nous sommes arrivés au foyer, j'ai enfin expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. J'ai envoyé un seul texto à Ryan, « Tu auras des nouvelles de mon avocat. » Puis j'ai bloqué son numéro. Il a appelé 40 fois ce jour-là.
Je n'ai pas répondu une seule fois. J'étais libre. La justice et la guérison. La salle d'audience était froide. Ryan est entré en jouant la victime, le visage contrit, une tristesse feinte. Il a dit au tribunal que j'étais émotionnellement instable, que j'exagérais tout. Mon avocate, Janet, s'est levée. Votre honneur, nous avons un enregistrement vidéo. L'écran du tribunal s'est allumé. La vidéo du couloir de l'hôtel. L'heure. Le moment où il a hurlé. Le son de la porte qui claque. Sa voix, pleine de colère et d'insultes, a résonné dans la salle. Son avocat a tenté de s'opposer, mais le juge a levé la main. Monsieur Delaney, a dit le juge, niez-vous être la personne sur ces images? Ryan n'a rien dit. Son visage était livide. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Thompson, vous sentez-vous en sécurité en ce moment? J'ai répondu clairement, non. C'est tout ce qu'il a fallu. Une ordonnance restrictive a été accordée immédiatement. Puis le juge a dit à l'huissier, placez-le en détention. Des poursuites sont engagées. Ryan s'est figé pendant qu'on lui passait les menottes. Ses yeux ont croisé les miens, mais je n'ai pas détourné le regard. Il a crié mon nom une fois, comme si ça pouvait encore me faire peur. Ça n'a pas marché. Après ça, je m'attendais à me sentir immédiatement mieux, mais la guérison ne fonctionne pas comme ça. Les premières semaines ont été étranges. Mon corps était libre, mais mon esprit était encore prisonnier de la peur. Léa venait souvent. J'ai fini par emménager dans un petit appartement. J'ai repris mon ancien travail à l'école. J'ai aussi commencé à participer à un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences. Lentement, j'ai commencé à partager mon histoire. Chaque fois que je parlais, un poids se soulevait de ma poitrine. Des mois ont passé. Un matin, j'ai reçu une lettre du centre pénitentiaire. À l'intérieur, une seule phrase, libération conditionnelle refusée. J'ai tenu la lettre, puis j'ai allumé une bougie, les laissé tomber dans la flamme et les regarder se consumer en cendres dans l'évier. Ce chapitre était clos. J'ai encore des cicatrices. Certaines visibles, d'autres non. Mais elles ne me contrôlent plus. Elles me rappellent ce que j'ai survécu. Un message pour vous. Si vous avez lu jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. La vérité, c'est que la violence ne commence pas toujours par les poings. Parfois, elle commence par le silence, par des pics déguisés en blagues, par l'isolement. Elle s'insinue doucement, comme un brouillard, jusqu'au jour où vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir. Je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû. Je suis resté parce que je voulais croire en la version de Ryan que j'avais rencontrée au début. Mais cette version n'existait pas. Ce n'était qu'un masque. Je ne me blâme plus d'être resté. Et si vous êtes dans cette situation, je ne vous blâme pas non plus. Partir n'est pas facile. C'est terrifiant. Vous n'êtes pas faible d'avoir peur. Si mon histoire ressemble à la vôtre, partez. N'attendez pas la prochaine fois. Mais si vous ne pouvez pas encore partir, je comprends. J'étais là aussi. Alors commencez petit. Gardez des preuves. Prenez des photos. Parlez à quelqu'un de confiance. Vous n'avez pas besoin d'être prête aujourd'hui, mais un jour, vous le serez. Et quand ce jour viendra, frappez-les là où ça fait mal. Pas avec la violence. Pas avec la vengeance. Avec la vérité. Parce que la vérité, quand vous êtes enfin assez courageuse pour la dire, est la seule chose qu'ils ne peuvent pas réduire au silence. Elle m'a sauvé, et peut-être qu'elle vous sauvera aussi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous parti comme moi, ou auriez-vous essayé de tenir encore un peu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais vraiment les lire. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine.